Bienvenue dans le 20h. Merci à tous de suivre RTI 1 ce lundi 15 avril. Il est à Washington, aux États-Unis, pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le Premier ministre ivoirien a rencontré sur place le tout nouveau président de la Banque mondiale qui a assuré de son soutien et de celui de son institution à la Côte d'Ivoire. Sur le sol ivoirien, le dialogue national de financement du secteur sanitaire s'est ouvert ce matin. Il en ressort que 1658 milliards de francs CFA sont nécessaires sur 4 ans. L'État, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers mènent la réflexion afin de dégager les priorités. Dans le domaine agricole, le Conseil Café-Cacao travaille à la modernisation de la filière. Pendant 2 ans, 800 agents recenseurs vont sillonner les 13 zones de production pour dénombrer les producteurs, les surfaces exploitées, l'âge des producteurs et du verger. Et puis, c'est la semaine sainte pour les chrétiens catholiques, une continuité du temps de carême. Comment cette période est-elle vécue ici en Côte d'Ivoire? Quelles sont les dispositions à prendre pour aller à Pâques? Des réponses tout à l'heure. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore sur RTI 1. On démarre aux États-Unis pour les assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le Premier ministre ivoirien a échangé avec le tout nouveau président du groupe de la Banque mondiale, l'Américain David Malpass. Suite à cette rencontre, Amadou Gon Coulibaly a dressé le bilan de sa mission à Washington. Adama Koné, envoyé spécial. Poignée de main très appuyée entre le tout nouveau président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, au siège de l'institution à Washington. La Côte d'Ivoire fait partie ainsi des premiers pays à prendre contact avec la Banque mondiale sous la présidence Malpass. Seulement 4 jours après sa prise de fonction. Tout un honneur, toute une opportunité. C'est une grande considération et un grand honneur qui a été fait donc, à la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est la reconnaissance du leadership du président de la République, son Excellence le président Ouattara, que nous ayons eu cette audience. Nous avons eu une séance de travail qui a été très fructueuse et elle-même était consécutive à une séance de travail que nous avons eue hier avec le vice-président de la région Afrique. Nous avons fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale pour noter que de 2012 à aujourd'hui, nous avons triplé les engagements de la banque sur la Côte d'Ivoire. Et nous avons noté avec le président Malpass un engagement très fort de la banque à accompagner notre pays pour relever donc, tous les défis donc, qui se présentent à nous. Que ce soit en matière d'amélioration de nos infrastructures, que ce soit en matière d'amélioration du capital humain, que ce soit en matière d'accompagnement de la Côte d'Ivoire avec les outils, notamment du secteur privé, pour transformer nos produits agricoles. Je dirais que sur toutes ces questions, nous avons une oreille attentive du président de la Banque mondiale, du tout nouveau président de la Banque mondiale. Tout porte à croire que les échanges initiés à Washington se poursuivront au bord de la lagune ébriée. Et pour cause. Le président de la Banque mondiale nous a indiqué puisque je lui ai passé le message du président de la République qui l'invitait à Abidjan, que c'est avec grand plaisir qu'il viendra donc en Côte d'Ivoire où il était déjà allé en 1988. Je dois vous dire que cette rencontre était une rencontre de grande qualité et je suis très heureux que nous ayons pu discuter de toutes ces questions qui touchent à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Une visite qui se fera dans un climat de détente pour la Côte d'Ivoire. Le pays ayant progressé sur la mesure du climat des affaires, passant de la 177e à la 122e place au classement Doing Business et ayant mis au vert 14 indicateurs sur 20 du programme Compact du Millennium Challenge Corporation. L'actualité sanitaire ici en Côte d'Ivoire, c'est la première édition du dialogue national sur le financement de la santé qui s'est ouverte ce matin. Du 15 au 18 avril, l'État, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers vont mener des réflexions. Il s'agit pour eux d'élaborer un dossier d'investissement et aussi des stratégies tenant compte des priorités et des objectifs du système de santé en Côte d'Ivoire. 1658 milliards de francs CFA, c'est le financement nécessaire
nécessaires sur une période de 4 années, 2020-2024. Et pour arriver à ce système de santé performant en Côte d'Ivoire, la conformité des établissements sanitaires est particulièrement importante. Ils doivent répondre aux normes en la matière. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a initié une visite inopinée dans plusieurs établissements sanitaires d'Abidjan. Certains ont été fermés. Godefroy Okambawa. Nous sommes à Koumassi, dans l'une des nombreuses cliniques clandestines que compte le district d'Abidjan. Les agents qui y travaillent ne s'attendent pas à ce qui est sur le point de leur tomber dessus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est en pleine visite inopinée. Infirmière qui n'est pas là et qui, je dois le dire... Une visite qui lui permet de constater les conditions dans lesquelles les patients reçoivent les soins. C'est malheureux. Quand vous avez fait ce constat, vous comprenez que finalement, ce n'est pas des centres de soins, c'est plutôt des mouroirs. Dans ce pays, trop d'Ivoiriens meurent pour rien. Beaucoup de morts évitables, malheureusement, deviennent pratiquement une fatalité. Donc nous avons commencé par visiter les établissements sanitaires pour savoir si ces établissements sanitaires sont aux normes admises, si ça a été ouvert dans les conditions normales, s'il y a eu une autorisation du ministère de la Santé, et puis si ces établissements, même si c'est ouvert, exercent effectivement l'activité qu'ils doivent exercer. C'est-à-dire un infirmier ne peut pas exercer l'activité d'un médecin dans son centre de santé, comme un médecin généraliste ne peut pas exercer l'activité d'un médecin chirurgien. Les responsables de la clinique n'étant pas présents, la fermeture des lieux est immédiate. Autre décor, ce centre de soins médicaux qui propose des prestations dédiées aux cliniques. Il faut que de plus en plus, les Ivoiriens fassent très attention lorsqu'ils vont dans un établissement pour des soins. Quand vous voyez un établissement comme celui-là, vous-même vous devez vous rendre compte que cet établissement ne respecte pas les normes. Voyez-vous, donc vous êtes en danger. Les établissements publics même, nous sommes en train de les mettre aux normes pour qu'ils offrent des soins de santé de qualité. Mais comme les établissements privés également doivent être associés, il faut que ces établissements soient également aux normes. Cette série de visites s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Il s'agit pour le ministre Akawele d'inviter les acteurs du système sanitaire à respecter les normes en matière de prise en charge et de soins de qualité en Côte d'Ivoire. On va maintenant se rendre à Istanbul, en Turquie. Cette grande ville compte plus de 20 millions d'habitants, dont des Ivoiriens. Comment vivent-ils dans cette ville touristique? Quelles sont leurs activités socio-économiques? Découvrons-le avec Hamza Diaby. Istanbul, grande ville de Turquie, environ 22 millions d'habitants, à cheval entre l'Europe et l'Asie, séparée par le détroit du Bosphore. Sa vieille ville reflète les influences culturelles de nombreux empires qui y ont régné. En témoignent ces obélisques de l'hippodrome où abondent les touristes du monde entier. À quelques encablures de là, l'emblématique musée byzantin Sainte-Sophie. Le palais de Topkapi aussi refuse presque du monde. C'était la résidence urbaine principale et officielle du sultan ottoman de 1465 à 1853. 100 mètres plus loin se dresse l'imposante mosquée bleue, la mosquée la plus connue et la plus belle de la ville, construite au début du XVIIe siècle. Ici, c'est le Grand Bazar, le plus grand bazar du monde, occupé par 4000 boutiques, lieu privilégié des visiteurs et des commerçants des 4 coins de la planète qui viennent s'y ravitailler. Le Grand Bazar, c'est un grand labyrinthe. Les non-initiés, pour s'orienter, ont parfois besoin de guides. Bilal, justement, est guide commercial. Ivoirien vivant en Turquie depuis plus de 7 ans, c'est ici qu'il gagne sa vie. Le Grand Bazar, c'est un lieu très reconnu que tout le monde, quand il vient en Turquie, quand le Grand Bazar, tu veux venir connaître puisque tu as entendu parler. Donc, quand ils arrivent, on vient, on visite. Il y a d'autres qui profitent d'acheter les bijoux. Quand on quitte les clients, par jour, on prend 50 €.
par client, 33 000 par jour. On te guide quand tu rentres en Turquie, tu es sous notre protection, on te débute jusqu'à la fin. On sert d'interprète aussi, puisqu'il y a la langue aussi qui fait aussi problème ici. Des guides commerciaux au Grand Bazar, il y en a de plusieurs nationalités. Bilal et son client du jour poursuivront leurs courses jusqu'à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là qu'il ira dîner au quartier Merter Goungoren, dans un restaurant ivoirien tenu par une Ivoirienne. Arsène Akichi y est employé. Quand on vient à l'étranger, on a envie de découvrir leur repas pour connaître leur culture. Mais quand ils veulent se sentir au pays, enfin, l'endroit indiqué, c'est vraiment le restaurant Owana qui est situé à Merter. À présent, 5 petites minutes de marche et l'on arrive à Owanan, le restaurant 100% mets ivoirien. Je fais plus la promotion de la banane et la loco de chez nous, de la tchéké, poisson frit, voilà, c'est ce que je fais. D'accord. Et quel est le mets, le plat le plus apprécié ici, et par les Turcs, et par les Togolais, et par les Ivoiriens? Ce qui est apprécié par les Turcs, c'est beaucoup plus la loco. Parce que les Turcs ne connaissent pas la banane, le plantain. C'est vraiment du nouveau pour les Turcs. Donc je fais la loco, je fais la banane bouillie, je fais un peu de schiste pour attirer la clientèle surtout turque pour connaître un peu ce qui est la loco, les différents mets qu'on fait avec la loco. Et maintenant, pour les Africains en général, c'est la tchéké, précisément le garba, ou la tchéké, on appelle chez nous le APF. Parmi la clientèle déjà attablée, une dizaine d'Ivoiriens. Souvent, c'est vraiment difficile de manger les plats turcs. Voilà, parfois, on a vraiment besoin de se sentir chez nous. Voilà, donc quand c'est comme ça, on regarde notre téléphone, on voit le numéro des tantis, on commence à sourire parce qu'on sait qu'on peut manger la nourriture que maman préparait. On a essayé de chercher sur Internet et en demandant aussi, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un restaurant ivoirien qui servait à cette heure-ci. Donc nous sommes juste venus pour manger comme chez nous. On est en train de manger de la sauce feuille, on a du poisson braisé, on a de la loco, on a de la tchéké, vraiment comme chez nous. Vraiment comme chez nous. Le goût y est, ça va. Pour Murat également, le goût y est. Le citoyen turc dîne à Owanan au moins 3 fois chaque semaine. Auparavant, il a déjà été en Côte d'Ivoire et quand il est parti, il a aimé la nourriture ivoirienne. Donc quand il est retourné ici, il a entendu qu'il y avait un restaurant ivoirien ici. Donc ils lui ont proposé de venir, qu'ils font très bien la nourriture. Donc c'est pourquoi il est venu manger ici ce soir. Il dit que c'est possible qu'il prenne une femme ivoirienne pour lui faire la nourriture ivoirienne. En attendant que soit réalisé ce vœu, Murat continuera de pousser la porte du restaurant Owanan, lieu de rencontre et de partage des souvenirs des Ivoiriens vivant à Istanbul. Allez, on revient d'Istanbul, ici en Côte d'Ivoire. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme lance officiellement la campagne de promotion des droits de la jeunesse à travers principalement la Charte africaine de la jeunesse. Une campagne qui bénéficie du soutien du gouvernement, dont plusieurs membres ont partagé leurs expériences avec des jeunes étudiants. Didier Nguessan. Ces jeunes sont venus nombreux pour le lancement officiel de la campagne nationale de promotion de leurs droits. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, invite les jeunes à s'approprier leurs droits à travers la Charte africaine de la jeunesse que la Côte d'Ivoire a ratifiée en 2009. De même, la juriste exhorte les jeunes à être le fer de lance de l'Ivoirien nouveau en participant pleinement au développement de la Côte d'Ivoire. Partant de son exemple, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, appelle les partis politiques au renouvellement des générations avec la promotion des jeunes au sein des instances politiques. Des messages francs renouvelés par Amadou Koné, représentant le Premier ministre. Le conseil que je pourrais donner, c'est de tout faire pour que le droit collectif, le droit des uns et des autres, donc soit préservé, pour qu'à l'intérieur de la collectivité, vous puissiez vous épanouir. Lorsqu'on dit que vous êtes l'avenir du pays, il faut bien comprendre que le pays vous appartient et que c'est vous et personne d'autre qui auriez un jour en charge la gestion de ce pays. En réponse à ces messages, les jeunes s'engagent.
On fera le nécessaire en fait pour que cette jeunesse s'approprie ses droits et qu'elle puisse également respecter ses devoirs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que de droits, mais également de devoirs. Le gouvernement n'a pas à jouer et nous aussi la jeunesse, nous n'avons pas à jouer. Donc les deux côtés, nous devons mettre tout en œuvre afin que la charte soit respectée. De la protection à l'intégration socio-économique en passant par l'approche culturelle, la Charte africaine de la jeunesse est un cadre juridique d'émancipation des jeunes sur le continent. La campagne nationale ouverte, les jeunes seront formés durant 2 jours sur leurs droits. La police nationale entreprend des activités pour se rapprocher de la population. Forces de police et civils ont parcouru côte à côte plus de 5 km lors d'un marathon dans la commune de Cocody. Godefroy Kambawa. Des policiers et des populations venues de toutes les communes du district d'Abidjan en tenue de sport pour un footing dans la commune de Cocody. À leur tête, le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, accompagné pour la circonstance du ministre Adama Bitogo. Après des consignes d'usage, c'est parti pour 5 km. De l'école de police, passant par la RTI, le carrefour Mermoz et le retour à la base pour des étirements dans une ambiance bon enfant. Une séance sportive qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations police et population. La police en elle-même est l'expression et l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire dans sa diversité ethnique, religieuse et géographique. Et en cela, le sport de cohésion de ce matin est effectivement le reflet de ce que vous-même êtes donc dans cette dynamique de rassembler les Ivoiriens autour d'un seul objectif, notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Plus de 8000 personnes ont pris part à cette foulée sportive. Les responsables de la police nationale entendent pérenniser cette rencontre tous les premiers samedis de chaque mois. Une initiative qui participe à la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle vise également à briser les barrières entre la police nationale et les populations. Dans le domaine agricole, le Conseil Café Cacao lance le recensement des producteurs. Pendant les 2 prochaines années, ce sont 800 agents recenseurs qui vont sillonner les 13 zones de production. Cela va permettre, entre autres, de dénombrer les producteurs, les surfaces exploitées, mais également l'âge des producteurs et du verger. L'opération va coûter environ 6 milliards de francs CFA. Noël Gnagno. Café Cacao, la filière mêle l'agriculture avec une référence mondiale connue et établie. Premier producteur de cacao depuis des décennies. Mais qui sont les producteurs à l'origine de cette performance? Combien sont-ils? Quelle est la structure de la population productrice? La typologie, les superficies exploitées? Enfin, quel est l'âge des parcelles et leur localisation géographique? Pour apporter des réponses quantitatives et qualitatives à ces interrogations, le Conseil Café Cacao met sur le terrain 800 agents recenseurs sur 2 ans dans 13 régions productrices de Côte d'Ivoire. Le recensement montrera aux yeux de tous le travail qui est fait à la matière à travers la maîtrise de la traçabilité de nos produits, rassurant ainsi les différents partenaires commerciaux quant à la certification du cacao de Côte d'Ivoire. Au regard de ces opportunités, le Conseil Café Cacao lance un appel. Le corps préfectoral et bien vouloir veiller à la sécurité des agents recenseurs. La chefferie traditionnelle de procéder sur toute la durée du recensement à la sensibilisation continue de leur population. Les organisations des producteurs de s'engager aux côtés de la chefferie traditionnelle à la sensibilisation et à la mobilisation de leurs membres. Pour l'heure, les producteurs mobilisés à l'occasion de cette opération à impact salutaire pour la durabilité de la filière sont satisfaits. Pour une fois en Côte d'Ivoire, on aura une barre de données qui va récapituler tout ce qui produit le cacao en Côte d'Ivoire. C'est à saluer. Le Conseil a vu juste en procédant au recensement réel des producteurs de café cacao. C'est une très bonne opération que les producteurs saluent à sa juste valeur. Pour la mise en œuvre du projet, 800 motos seront mis à la disposition des agents recenseurs, 13 pick-up pour les coordonnateurs et des appareils de géolocalisation.
Coût de l'opération environ 6 milliards de francs CFA. 14e édition du Salon international de l'agriculture s'ouvre au Maroc demain 16 avril. Agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural, c'est le thème de cette nouvelle édition qui attend 1500 exposants issus de 72 pays dont la Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural y fait la promotion du SARA 2019, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui va se tenir du 22 novembre au 1er décembre 2019. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'engage à élaborer un projet pour la gestion écologique rationnelle des émissions involontaires de déchets électroniques et des déchets plastiques ou industriels. Il s'agit d'amener les collectivités locales à soutenir l'enlèvement des déchets électroniques et des épaves de véhicules, et cela dans les différentes communes et villes du pays. Les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire sont de plein pied dans la semaine sainte, une continuité du temps de carême. Comment cette période est-elle vécue et quelles sont les dispositions à prendre pour aller à Pâques? Grâce Kando. Paroisse à Saint-Jean de Cocody, une fidèle en prière à la grotte devant la Vierge Marie. C'est le temps de carême, moment d'intense prière, temps de conversion personnelle et de pénitence pour le chrétien de se rapprocher de Dieu. Depuis le 6 mars, début du carême chrétien marqué par l'imposition des cendres, des chrétiens catholiques vivent leur foi et le manifestent par divers actes au quotidien. Avant de commencer ce carême, je suis entrée en moi-même. J'ai vu les failles de ma vie, les péchés, les différents péchés dans lesquels j'étais encore. Et j'ai demandé vraiment à Dieu de toucher ces différents domaines-là, de les enlever pour faire de moi une personne meilleure. J'ai renforcé mon temps de prière, c'est-à-dire je prie un peu plus qu'avant. C'est comme ça que j'ai décidé de vivre mon temps de carême. En dehors de la prière, j'essaie de me comporter correctement, de pardonner, de partager. Ma mère et moi, ça fait 2 ans qu'on ne se parle pas. Pour les problèmes de famille et en ce temps de carême, j'ai profité pour faire la paix avec elle. Parce que quand je priais, je n'étais pas en paix. Dans cette famille à Petit Cocody, les prières sont communes spécialement pour cette période de carême. Les Badji s'unissent pour confier leurs intentions de prière à Dieu. On n'a pas l'habitude de prier ensemble parce que chacun a ses activités. Mais dans le temps de carême, on fait un effort pour se retrouver au moins une fois dans la semaine ou 2 pour prier ensemble. On prie généralement pour la paix, pour notre famille, pour nos frères et sœurs et pour le pays. Après, on prie aussi pour nos intentions personnelles. Le carême est aussi le temps de solidarité et de partage. Ici, à la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo, les prières meublent la journée autant que des actions sociales. Chaque CB a été sensibilisé donc aux valeurs du partage, de la solidarité et du vivre ensemble, de la communion, de la spiritualité. Soit pour visiter les malades dans les hôpitaux et dans les maisons, soit pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Et cela part de la prise en charge des médicaments jusqu'à leur vie sociale de chaque jour. Nous avons, n'est-ce pas, sensibilisé la population chrétienne d'Abobo à aller vers l'autre. Le social va se prolonger jusqu'à la célébration de la Pâque, mais avant, durant cette semaine sainte qui conduit à la fin du carême, les chrétiens se préparent à vivre le Triduum pascal. La Semaine Sainte célèbre le cœur du mystère chrétien, à savoir la mort et la résurrection du Christ. C'est le concentré du christianisme. Pour le chrétien, c'est un temps très fort. Il doit pouvoir se confesser, se remettre en cause et remettre sa vie à Dieu. 2, il doit pouvoir suivre toutes les rites, toutes les cérémonies qui sont célébrées pour revivre, redécouvrir sa foi. Et 3, il doit pouvoir communier avec ses frères et sœurs. Par rapport à la Semaine Sainte, je vais chercher vraiment à me rapprocher plus encore de Dieu. Plusieurs temps forts vont marquer la Semaine Sainte, notamment l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds et le chemin de croix du Vendredi Saint. Un incendie s'est déclenché ce lundi à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu s'est attaqué à une partie de la toiture du bâtiment, monument historique le plus visité d'Europe. Herman Guivet. Ce 15 avril 2019,
Il est presque 18h50 quand une épaisse fumée s'échappe du toit de Notre-Dame de Paris. La vieille dame, ce haut lieu de la foi catholique, vestige du passé, monument le plus visité de France, est en feu. Les flammes ravagent avec violence la toiture du bâtiment sous le regard de curieux qui semblent ne rien comprendre de ce qui se passe. Ces images, relayées sur la toile et par les médias, font le tour du monde. La flèche, véritable symbole de Notre-Dame de Paris, s'effondre. Éteindre le feu semble bien difficile pour les pompiers de Paris. La zone de l'incendie est difficile d'accès. Des images tournées à partir d'une caméra amateur révèlent la rapidité avec laquelle le feu se propage. Tout de suite, l'hypothèse de l'incendie, due à des travaux de rénovation de la vieille bâtisse, est envisagée. Notre-Dame de Paris reçoit 14 à 15 millions de visiteurs par an. Les travaux de construction de la cathédrale, commencés au XIIIe siècle, se sont achevés au XVe siècle. Le parquet de Paris a aussitôt annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans l'actualité politique ivoirienne, le mouvement Jeunesse Unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire fait sa 3e rentrée politique. L'objectif est de contribuer à soutenir les actions de développement du pays et c'est un mouvement qui s'est donné pour mission de parcourir la Côte d'Ivoire pour l'implantation du RHDP, Ahmed Traoré et Amadou Ouattara. Une jeunesse rassemblée autour du RHDP, catalyseur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire, c'est autour de ce thème que s'est tenue la 3e rentrée politique de la JUNCI, Jeunesse Unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire. En prenant cette initiative, ce mouvement politique s'engage à soutenir le RHDP, Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. Ce, dans le rôle qu'il entend jouer pour le développement et la stabilité du pays. Nous allons demander aux jeunes de croire au président de la République, de croire au gouvernement. Nous allons mettre en place une feuille de route avec l'accord du parti, du RHDP, pour pouvoir rencontrer tous nos membres, rencontrer toute la population dans les hameaux et villages de nos différentes coordinations. Mamadou Touré, en sa qualité de ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a saisi l'occasion pour faire le bilan des actions menées en faveur des jeunes. En 2011 et 2018, c'est 30 621 salles de classe qu'on a construites dans toutes les localités. En 2011 et 2018, c'est 242 collèges qui ont été construits en Côte d'Ivoire. Ce sont 3 616 classes qui ont été réhabilitées. Ce sont 725 623 tables bancs qui ont été distribuées dans les écoles. C'est pour 94 milliards de kits scolaires distribués à l'ensemble de nos enfants qui depuis lors sont allés à l'école. Selon ses responsables, la JUNCI compte 42 coordinations et plus de 5000 adhérents. Le mouvement va entamer une tournée pour contribuer à l'implantation du RHDP. La région du Bafing initie également une journée de soutien aux actions de développement du président ivoirien. L'objectif est de réaffirmer l'engagement de la région au RHDP. Ojon Télé Soro et Jean-Luc Gbagbo. Les fils et filles du Bafing se retrouvent à Abidjan. Ils rendent hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions engagées en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, un bâtisseur, un visionnaire pour la Côte d'Ivoire, notre belle nation. Depuis l'arrivée du président de la République, nous pouvons citer la construction de plusieurs établissements scolaires, primaires, collèges et lycées, l'adduction en eau potable et l'électrification de nombreux villages. La mise en œuvre du programme des filets sociaux. Yopougon au rythme d'une célébration de reconnaissance au chef de l'État ivoirien. Des autorités gouvernementales, cadre RHDP renforce le symbole de l'hommage. Cette dynamique, nous la percevons. Nous avons bien compris que quelque chose est en marche. Vous n'avez pas vu le PDCI ici. Vous n'avez pas vu le RDR. Vous avez vu le RHDP et les enfants du parti. Ce pays est promis à un avenir merveilleux. Il suffit que nous sachions
nous unir. La région du Bafing prend rendez-vous avec le parti unifié RHDP le 27 avril prochain pour une mobilisation d'engagement à Touba. La caravane UE Magic Tour a démarré hier dimanche 14 avril. Elle prône des valeurs comme la bonne gouvernance, la démocratie ou encore la scolarisation de la jeune fille. Avec des artistes ivoiriens de renommée tels que Magic System, Les Patrons, Safarel Obiang et bien d'autres. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Après ce journal, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, consacré ce lundi aux actions du ministère des Sports, celui de l'environnement et du développement durable. La question des forêts classées, parcs et réserves et les préparatifs et acquis pour la CAN 2023. Ce sera tout à l'heure à 20h50 avec Delphine Blas. Bonsoir à tous et à demain.